Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec un grand plaisir qu'on vous accueille pour ce troisième webinaire de la Semaine des Champions. Je suis Catherine Delfont et au nom du pôle systématique, encore une fois, je vous souhaite la bienvenue sur ce moment de partage d'expertise avec Adacor. Adacor qui est donc le troisième webinaire, comme je vous l'ai dit, de la Semaine des Champions. Nous avons encore demain Imagine Optique avec Gérard Mourou, prix Nobel de physique, et Ecomondo pour clôturer cette semaine folle. Et bien évidemment, il y a toujours possibilité de s'inscrire sur le webinaire Imagine Optique et sur le webinaire Ecomundo. Un petit rappel pratique, n'oubliez pas que vous disposez du chat pour échanger entre vous. Et puis, évidemment, nous avons une séquence de questions-réponses à la fin de l'intervention d'Adacor. Donc, on vous conseille d'utiliser l'onglet « Questions » qui est apparu sur la droite de votre écran pour interroger nos intervenants. Donc, effectivement, intervenants, ils sont deux. J'ai le plaisir de vous présenter Yannick Moy, qui est Static Analysis Lead d'Adacor, et Arnaud Charlet, qui est Technical Director. Je leur laisse la parole. À vous, messieurs. Merci beaucoup pour cette introduction. Bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter d'abord, dans un premier temps, la société Adacor, un petit peu le contexte. Et donc, dans un deuxième temps, Yannick prendra le relais pour vous parler plus en détail de la sécurité logicielle. Donc, on va vous parler de la sécurité logicielle et toutes les solutions que Adacor propose pour adresser la sécurité logicielle dans tout le cycle de développement du logiciel, c'est-à-dire en partant du système jusqu'à la génération du binaire. La société Adacor en quelques mots. Donc ça fait maintenant bientôt 30 ans, alors pour être exact, fondée en 94, et que nous sommes donc sur le marché pour fournir des outils au départ de développement pour les langages ADA, C et C++, dans le contexte de la construction de logiciels critiques. Donc nous allons voir dans quelques instants un petit peu le type de client d'utilisateur que nous avons. Donc, c'est des technologies qui sont utilisées vraiment dans énormément de projets au niveau mondial, dans toutes les industries qui ont besoin de développer du logiciel critique. Donc, ça va être nos gros marchés sont le marché de la défense, de l'avionique, du spatial, également ferroviaire et contrôleur. Donc, notre expertise, on est une entreprise extrêmement technologique et technique avec énormément d'ingénieurs qui sont experts en langage de programmation, en méthode de compilation, de génération de code de manière générale, aussi bien pour les plateformes natives que pour les plateformes embarquées. Et à partir de là, au-delà de la compilation, nous avons, au fur et à mesure des années, enrichi notre offre, comme nous allons le voir dans un instant. Nous sommes également contributeurs depuis le début sur de nombreux logiciels open source, donc comme par exemple GCC, GDB, QEMU, etc. Donc nos produits principaux, nous avons donc les environnements de développement et de mise au point de logiciels. GNAPPro qui est notre produit principal aujourd'hui, qui permet donc de développer des logiciels critiques dans les langages ADA, C et C++. Nous avons également un outil avancé d'analyse statique, CodePeer, pour la détection de vulnérabilité autour du langage ADA, et qui va détecter notamment vulnérabilité autour de la base CWE, donc du Common Weakness Enumeration, qui permettent de détecter des vulnérabilités à la fois au niveau de la sûreté de fonctionnement et de la sécurité logicielle. SparkPro, qui est si l'on ose dire la meilleure technologie industrielle pour la preuve de programme. Donc là, Yannick va rentrer dans les détails sur un petit peu ce que SparkPro apporte. Mais voilà, ça permet vraiment d'aller au-delà de l'analyse statique. Ça permet de faire vraiment de la preuve formelle, d'avoir des garanties très fortes sur le comportement du logiciel. Et enfin, QGen, qui est notre générateur de code, qui prend donc des modèles Simulink et qui va pouvoir générer du code C ou ADA embarqué. Et ce générateur de code a la spécificité d'être qualifié dans le domaine de l'avionique au plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau TQL1, pour ceux qui sont familiers avec la qualification d'outils dans le domaine de l'avionique.
Donc justement, en parlant de certification logicielle, c'est une des expertises que nous avons acquis au cours des années. Et donc nous avons acquis une expertise large sur à peu près tous les domaines et tous les standards de certification installés dans l'industrie. Donc le standard avionique, DO178, le standard ferroviaire, spatial, industriel et automobile. Et dans le contexte de tous ces standards, nous offrons donc du matériel de qualification pour nos outils, pour l'utilisation sûre dans tous ces domaines-là, ainsi que donc du matériel de certification qui vient avec nos runtime, donc c'est-à-dire tout le logiciel que nous fournissions qui est embarqué dans dans les plateformes quand vous utilisez notamment nos logiciels pour faire développer de la data. Nous fournissons aussi une souscription spécifique qui s'appelle Net Pro Assurance, qui permet justement d'accompagner les projets de certification sur le long terme. Nos clients, typiquement, notamment en certification et même en dehors, vont avoir besoin de développer, maintenir, faire évoluer et supporter leur système pendant des dizaines d'années. Ça peut être des systèmes qui vont durer 20 ans, 30 ans, voire plus. Et donc, nous les accompagnons sur cette durée-là avec les versions des logiciels dont ils ont besoin pour une maintenance sur le long terme. Au niveau de nos clients, nous avons plus de 500 comptes clients partout à travers le monde, donc énormément de clients évidemment en Europe et notamment en France, qui est notre premier marché européen, et également aux États-Unis. Si on rentre un petit peu dans le détail, voilà un petit peu une liste des gros comptes clients que nous avons. Alors, je ne vais pas tous les passer en détail, mais voilà, j'ai mis un petit peu en avant aussi notamment les grosses entreprises que nous supportons en France, donc soit qui sont des entreprises directement françaises ou qui sont bien implantées en France, comme Thales, Alstom, Airbus, etc. Notre modèle économique est basé à 100% sur le logiciel libre et sur les services qui vont avec. Donc, comme j'ai mentionné, nous sommes contributeurs de nombreux logiciels que nous avons intégrés dans notre offre commerciale et que nous avons nous-mêmes éventuellement développés. Donc, nous sommes à la fois intégrateurs de logiciels libres existants, nous sommes mainteneurs et développeurs d'une partie de ces logiciels ou de nouveaux logiciels que nous avons nous-mêmes développés. Et donc, toute notre offre commerciale est basée à 100% sur des technologies open source que nous maintenons et qui sont maîtrisées, c'est-à-dire que nous donnons une garantie forte sur la provenance du logiciel, sur le fait que le logiciel soit utilisable dans un contexte de sûreté et de sécurité. Notre modèle est basé sur une souscription récurrente annuelle, c'est-à-dire que chaque année, les clients payent une souscription année après année pour avoir accès à la fois aux logiciels, aux mises à jour, aux nouvelles versions, aux nouveaux développements de nouveaux outils, ainsi que tout le support, tous les services qui vont avec de support, d'aide à l'utilisation de nos outils. Donc les souscriptions représentent vraiment la grande majorité, plus de 90% de notre chiffre d'affaires. Donc le reste de notre chiffre d'affaires, principalement autour de services autour de l'utilisation, la prise en charge avancée, la formation auprès de nos clients, donc la formation sur les langages, sur nos outils et la possibilité d'aider de manière plus poussée nos clients ou nos futurs clients à adopter nos outils et à les utiliser de la meilleure façon. Nous avons la chance d'avoir une grande fidélité auprès de nos clients, c'est-à-dire que notre taux de renouvellement de nos clients est très élevé, grâce, entre autres, à un service de support très dynamique et où nos clients ont accès directement aux ingénieurs qui connaissent la technologie et donc qui vont répondre directement à nos clients. Donc maintenant, je vais laisser la main à Yannick pour nous parler plus précisément de ce que Adacor a à offrir dans tout le cycle de développement sur la sécurité logicielle. En effet, à Adacor, nous nous intéressons à la sécurité logicielle. Donc, considérons un schéma d'architecture logicielle moderne, y compris pour certains logiciels critiques. On a beaucoup de modules qui dépendent les uns des autres. Et le risque pour la sécurité de l'ensemble, c'est d'avoir une dépendance typiquement externe, dont la sécurité sous-tend la sécurité du total, qui a un faible niveau de sécurité. Donc, si on s'intéresse à la sécurité logicielle, on va vouloir viser deux objectifs.
D'une part, l'absence de vulnérabilité, donc le fait qu'on n'ait pas une faille quelque part, aussi petite qu'elle soit, qui remette en cause la sécurité du total. Et indépendamment de ces vulnérabilités, le fait que la sécurité qui importe, les mécanismes de sécurité pour l'application soient correctement implémentés. Et pour satisfaire ces deux objectifs, on a un certain nombre de techniques, d'outils. Donc, pour l'absence de vulnérabilité, on fait des analyses de dépendance. Donc, SCA pour Software Composition Analysis, pour savoir quelles sont les dépendances. Et à l'intérieur de ces dépendances, isoler quelles sont les vulnérabilités avec les CVE, les Common Vulnerabilities and Exposures. Pendant le développement, on utilise les meilleures pratiques. Quelle que soit la façon dont on obtient le code, on peut faire des analyses DAST et SAST, donc Dynamic Application Security Testing ou Static Application Security Testing. Et quand on obtient le binaire, on peut encore faire des tests sur le binaire pour trouver des vulnérabilités du type pentest. De l'autre côté, des mécanismes de sécurité, on a encore des meilleures pratiques pour générer l'architecture la meilleure pour la sécurité, du type Salzer et Schroeder. Quand on sélectionne des composants sur étagère, on fait attention à la réputation qui doit représenter justement l'ensemble des pratiques qui ont concouru à la génération de ce code. Quand on dispose du code source, on peut faire des revues de sécurité ciblées sur ces meilleures pratiques, ces mécanismes de sécurité. Et quand on obtient enfin le binaire, on peut encore faire du test de pénétration, pentest, ou une approche plus globale avec une red team. Mais une bonne partie de ces techniques dépend du fait qu'on peut s'insérer dans le processus de développement du logiciel, ce qui n'est pas possible en particulier pour les dépendances tierces. Et là encore, il faut quand même faire quelque chose pour la sécurité. La base consiste à documenter quelles sont ces dépendances tierces, et ça c'est le contenu du Software Bill of Material, le SBOM, ce qui permet ensuite une collaboration entre les consommateurs et producteurs de ces dépendances, de vérifier quelles sont les vulnérabilités et de les documenter. Donc, côté consommateur, vérifier les bases de données du type MITRE, CVE par rapport à leurs dépendances, et côté producteur, alimenter ces bases de façon transparente à chaque fois que des vulnérabilités sont découvertes. Quand on a le code source, on peut faire d'autres analyses en surcroît, des analyses du type SAST ou DAST, et donc on a en particulier le fuzz testing et l'analyse statique. Donc juste un petit encart sur le fuzz testing, parce que c'est une capacité extraordinairement accessible d'aller à la pêche aux vulnérabilités, où on a le fuzzer que vous voyez à droite, qui va monitorer et invoquer le système testé à gauche en lui fournissant des entrées mutées et en observant le comportement du système pour détecter les failles, donc les erreurs qui notent qu'il y a une vulnérabilité sous-jacente. Une autre façon de voir ce problème de sécurité qui est applicable à la fois aux dépendances externes et au logiciel que vous développez en interne, c'est de voir ce logiciel critique complexe comme dépendant de possibles failles minuscules de codage qui remettent en cause la sécurité du système. Et là, les techniques précédentes ne s'appliquent pas forcément. On pense par exemple au buffer overflow qui fête ses 25 ans cette année et qui est toujours en tête du top 20 de l'Institut SANS des vulnérabilités les plus importantes. Et vous voyez bien qu'avec ce nom top 20, de nombreuses autres vulnérabilités se sont ajoutées en 25 ans. Mais la différence aujourd'hui, c'est qu'on a des techniques pour se prémunir complètement de ce genre de vulnérabilité, à la fois côté purement vulnérabilité et côté mécanisme de sécurité correctement implémenté. Et ces techniques reposent sur d'autres outils et d'autres langages. Donc, côté vulnérabilité, on a aujourd'hui des langages de programmation qui permettent d'éviter complètement certains types de vulnérabilités et en surcroît des analyses sur ces langages qui garantissent l'absence d'autres types de vulnérabilités. Côté mécanisme de sécurité, on a encore des langages différents, des langages de spécification qui sont adaptés, qui permettent derrière de générer du code sécurisé. Et au niveau de ces langages de spécification, des analyses qui permettent de garantir les propriétés de sécurité. Et à D'accord, on développe des solutions outillées pour traduire ces stratégies en pratique. Notre vision, c'est de fournir des outils à toutes les étapes du développement logiciel, depuis les exigences jusqu'au binaire.
parce que ce ne sont pas les mêmes questions qui se posent à chaque étape. Du côté des exigences, on va chercher à connaître les exigences de sécurité, à savoir si elles sont prises en compte. Ensuite, au niveau spécification, la question qui se pose, c'est est-ce que l'architecture logicielle qu'on définit satisfait les exigences de sécurité? Puis au niveau du code source, on va vouloir savoir est-ce que le code source implémente correctement ces spécifications et est-ce qu'on n'introduit pas de vulnérabilité au moment du codage. Et finalement, au niveau du binaire, on voudrait savoir si le binaire préserve bien la sémantique du code source et s'il est robuste vis-à-vis des attaques autres, c'est-à-dire les attaques matérielles, glitching en anglais, ou les attaques par canaux cachés. Donc commençons par le code source, qui est vraiment au cœur des vulnérabilités logicielles. Il n'y a plus de doute aujourd'hui sur le fait que la faiblesse des langages de programmation utilisés a un lien direct avec le nombre de vulnérabilités constatées en pratique. Donc vous avez par exemple ici un diagramme qui montre le pourcentage de vulnérabilités constatées sur les outils de Microsoft, les produits de Microsoft, entre 2006 et 2019, le pourcentage lié à la gestion mémoire. Et donc, il y a de façon à peu près constante, c'est vraiment surprenant, 70% qui est lié à la gestion mémoire. On a d'autres articles qui montrent ça. Et c'est directement lié à l'utilisation importante à Microsoft de langages qui ne permettent pas d'avoir des accès mémoire sûrs, C, C++, alors qu'on a d'autres langages qui permettent de le faire. Et donc, ça amène aujourd'hui des sociétés comme Microsoft et beaucoup d'autres à se tourner vers ces autres langages. Donc là, j'en liste 3 dans les langages compilés, Ada, Rust ou Spark. Avec l'avènement des multicœurs, il ne suffit pas d'avoir de la mémoire sûre pour un seul processeur, la concurrence rentre en jeu aussi. Et là encore, on a des langages qui vont être plus ou moins restrictifs sur la concurrence. Et là, on voit que Rust et Spark vont permettre d'avoir des garanties sur la concurrence, alors que Ada, C++, pas toujours, même si, par exemple, Ada contient des capacités pour faire de la concurrence sûre, mais ne les force pas dans le compilateur. Et au-delà des accès mémoire sûrs sur des codes exécutés sur un cœur ou avec de la concurrence, se pose la question des spécifications. Est-ce que vous pouvez spécifier des propriétés de sécurité et les vérifier? Là encore, on a des langages qui permettent de le faire, comme Ada, Spark, et là, je dois rajouter C++, puisqu'il y a des choses dans le dernier standard, et des langages qui ne permettent pas de le faire. Donc, ce choix de langage est important. D'ailleurs, si cette question vous intéresse, vous pouvez aller regarder le cours de Xavier Leroy, professeur au Collège de France de cette année, qui portera sur les langages pour la sécurité. Et donc, dans ces langages, j'ai mis en avant en gras Ada et Spark, qui sont des langages avec de bonnes propriétés pour la sécurité qu'Ada Core co-développe. Ada, c'est un langage qui a été conçu pour la sécurité et la sûreté, et qui, depuis 40 ans, est utilisé de façon inégalée parmi ces langages sûrs, donc OR, C++, pour produire des logiciels sûrs. Donc, je ne vais pas lister tous les clients d'Ada Core dans ce domaine, mais vous pouvez les voir sur ce site web. Ça recouvre tous les domaines critiques. Et donc, très brièvement, quels sont ses atouts pour la sécurité? En produisant le programme en Ada, le compilateur permet de faire que le programme s'arrête quand une violation est détectée, ce qui est très différent des langages qui n'ont pas cette protection. D'autre part, les liens entre le logiciel et le matériel peuvent être spécifiés très finement, et c'est le compilateur qui va se charger de générer le code parfois complexe qui fait ce lien entre logiciel et matériel. Et enfin, de façon plus générale, les capacités de spécification, à la fois pour les données, vos types, et pour le contrôle, les programmes qui s'exécutent, sont très riches en Ada. Il existe un sous-ensemble d'Ada appelé Spark, qui a été conçu pour la preuve et qui permet de faire aujourd'hui de la preuve industrielle de programme avec différents objectifs de preuve, donc obtenir vraiment des garanties fortes. On peut faire de la preuve de correction des flux d'informations, ce qui est important pour la sécurité, ce qu'on appelle le niveau bronze. On peut faire des preuves d'absence d'erreur à l'exécution, ce qu'on appelle le niveau argent. Donc là, plus de buffer overflow, par exemple, à ce niveau-là. On peut faire des preuves de propriétés spécifiques de sûreté et de sécurité importantes pour un programme spécifique, ce qu'on appelle le niveau OR. Et on a tous ces outils intégrés aux environnements de développement, ce qui permet à toutes les équipes de développement de les utiliser en développant l'expertise au fur et à mesure. Et aujourd'hui, on a des utilisateurs dans de multiples domaines critiques, dont j'en cite quelques-uns, dans les domaines spatial, contrôle aérien, avionique, automobile, réseau sécurisé, appareillage médical.
Donc maintenant, si on monte en niveau d'abstraction vers les spécifications, c'est vrai que les langages comme Ada et Spark permettent déjà d'avoir des spécifications au niveau du code et de soit les tester en Ada, soit les prouver en Spark, mais ça reste des spécifications de bas niveau. On a pour certains domaines des langages plus adaptés qu'on appelle langage métier ou Domain Specific Language, DSL. Et l'avantage de ces langages, c'est qu'ils sont adaptés aux experts du métier, ce qui permet d'avoir des codes sources plus succincts, plus lisibles pour eux, et d'éviter complètement certaines classes d'erreurs. Et un exemple très connu, c'est Simulink Stateflow de MathWorks pour les logiciels de contrôle commande. Adacor développe aussi le langage RecordFlux pour spécifier les protocoles de communication. Donc, deux exemples de DSL. Et pour ces deux-là, Adacor a des produits QGen et RecordFlux qui génèrent du code Spark qui, lui, peut être prouvé, intégré dans une application plus grande qui va être possiblement en dehors de Spark, en Ada, en C ou dans d'autres langages. Si on monte encore en abstraction et dans la chaîne de développement, on va arriver aux exigences. Et là, on est à la croisée des compétences entre l'ingénierie système et l'ingénierie logicielle. Et il y a un vrai problème pour garantir la cohérence entre les deux visions, y compris pour les problèmes de sécurité. Et donc, les travaux en cours de R&D depuis plusieurs années d'Adacor consistent à mettre en regard le modèle SysML, par exemple côté ingénierie système, et les modèles Simulink côté ingénierie logicielle, et à avoir des traductions dans les deux sens pour permettre de garantir la cohérence au fur et à mesure de l'évolution du système. C'est la même chose ensuite quand on a des exigences côté système, qu'on va vouloir vérifier, possiblement par preuve avec Spark, permettre d'avoir cette double traduction des exigences système vers des spécifications et de la vérification par preuve dans le code. Et encore une fois, même chose pour des analyses côté système qu'on voudrait transformer en test sur le logiciel. Si maintenant on va à l'autre bout de la chaîne de développement, jusqu'au binaire, c'est le dernier rempart pour la sécurité logicielle. Et là, une première défense qu'on a avec Ada et Spark, c'est la possibilité de vérifier dynamiquement les propriétés qui ont été préalablement testées en Ada ou prouvées en Spark durant l'exécution. Donc, on va pouvoir vérifier dynamiquement qu'il n'y a pas d'erreur à l'exécution. On va pouvoir vérifier dynamiquement les contrats, les invariants fonctionnels qui ont été spécifiés au niveau du programme. Et ces moniteurs qui sont embarqués dans le code, ils peuvent être activés seulement pendant les tests, si on veut s'assurer pendant ces tests de l'absence d'erreur à la compilation ou de la cohérence logicielle matérielle, ou on peut les laisser en production. Une deuxième ligne de défense concerne les attaques qu'on dit matérielles ou glitching et les attaques par canaux cachés, comme l'observation du temps d'exécution. Et là encore, il existe un ensemble de techniques qui peuvent être utilisées soit manuellement par les développeurs, soit automatisées dans le compilateur. Et j'en cite quelques-unes. Donc pour le glitching, l'insertion à la compilation de tests redondants quand on veut brancher, la compilation de schémas de données redondants, l'effacement automatique des données sensibles, type clé pour la cryptographie, la vérification dynamique du flux de contrôle pour vérifier qu'on passe là où le code est censé passer. Et même chose pour les défenses contre les attaques par canaux cachés. Il est connu qu'on peut avoir des techniques de compilation d'opérations en temps constant pour se prémunir de telles attaques. Aujourd'hui, Adacor travaille sur toutes ces techniques pour les intégrer dans le compilateur GNAT-GCC, dans un premier temps pour Ada et C, et plus tard, possiblement pour C++. Donc, si on revient maintenant au problème général de la sécurité logicielle avec tous ces outils, il faut bien prendre en compte le contexte. Donc, la sécurité logicielle, ce n'est qu'un élément de la sécurité du système. Et tous les parties du logiciel ne vont pas être développées avec le même souci de sécurité. Le niveau de sécurité objectif dépend effectivement des risques identifiés et de la criticité du logiciel, comme on le fait en sûreté. La sécurité, c'est un processus qu'il va falloir répéter tout au long de la maintenance du logiciel, pas un produit final. Et en particulier, quelles que soient toutes les actions qu'on peut mettre en place avec des outils, les checklists ne sont pas la sécurité, les outils ne sont pas la sécurité. Donc, on ne prétend pas venir en substitut à la réflexion de chaque équipe sur la sécurité de ses produits. Ce qu'Adacor fournit, ce sont des langages de programmation et des outils qui bénéficient à la sécurité finale du logiciel produit
Pourquoi? Parce que de nombreuses vulnérabilités peuvent être évitées complètement par l'utilisation de langages adaptés. Donc, que ce soit des langages génériques comme Ada ou Spark, ou des langages métiers comme Simulink Stateflow ou Recordflux. La chaîne de développement elle-même peut être sécurisée. Alors, pour les outils eux-mêmes, en documentant et en vérifiant leurs dépendances et les vulnérabilités associées, l'approche SBOM et SCA. Et pour les logiciels produits ou vérifiés par ces outils, en prouvant les propriétés de sécurité des artefacts aux différentes étapes de la chaîne de développement. Donc, cela va des exigences jusqu'au code, jusqu'au binaire. Et si possible, autant que possible, préserver cette capacité de vérifier les propriétés d'aval en amont. Donc, jusqu'au binaire, si possible. Et les outils de développement associés sont absolument nécessaires, sont essentiels. Toutes les chaînes de développement ne se valent pas de ce point de vue-là. Donc, de façon synthétique, voici tous les outils qu'Adacor propose à chaque étape de la chaîne de développement. Donc, au niveau des exigences, nous en sommes à l'étape de R&D. Donc, nous avons depuis plusieurs années des projets de R&D autour de cette charnière ingénierie système, ingénierie logicielle, beaucoup autour de SysML. Au niveau des spécifications, nous avons l'outil Spark Pro de preuve formelle de programme qui permet de spécifier des comportements et de les vérifier sur le code. Nous avons l'outil QGen de génération qualifiée de code Simulink Stateflow qui peut générer du Spark, mais en fait également du C. Nous avons l'outil Recordflux de génération de code Spark prouvable depuis des descriptions de protocoles de communication. Au niveau code source, c'est là où Adacor a le plus de solutions. Nous avons le compilateur GNAT-Pro pour Ada, C et C++. Nous avons l'outil de vérification formelle Spark Pro. Donc pour Spark, c'est ce sous-ensemble d'Ada. Nous avons l'outil d'analyse statique code pair pour Ada. Et nous avons l'outil de fuzz testing GNAT-Fuzz, également pour Ada. Et finalement, au niveau du binaire, j'ai détaillé quelques-unes des protections que nous insérons dans le compilateur GNAT-Pro pour C et Ada dans un premier temps et C++ possiblement plus tard. Voici, merci pour votre attention et nous sommes disponibles pour répondre à vos questions. Merci. Merci à tous les deux. Excusez-moi, un petit souci de micro. Mais effectivement, oui, on a eu des premières questions. On va immédiatement se pencher dessus. Arnaud, Yannick, qui utilise Ada aujourd'hui? Est-ce qu'il y a de nouveaux types d'utilisateurs, et pour quelle finalité? Oui, donc je vais répondre à cette question. Effectivement, comme je le mentionnais, hein, les utilisateurs historiques d'Ada aujourd'hui sont vraiment dans le domaine de la défense, de l'avionique, du ferroviaire. Nous avons aujourd'hui donc une grosse base installée où il y a énormément de réutilisation de code. Et il se trouve que justement, un des avantages d'Ada, c'est que à partir du moment où on déploie du code écrit avec le langage Ada, en général, ce code, il marche longtemps et il est robuste. Donc, du coup, les projets les réutilisent d'un projet à l'autre, quitte évidemment à les adapter. Donc, il y a toujours des adaptations, des évolutions. Et ça, c'est en ce qui concerne, on va dire, le marché historique depuis maintenant plus de 30 ans. Et nous voyons également vraiment notre cœur de métier, encore une fois, c'est la sûreté et la sécurité logicielle. Et donc, évidemment, il y a de plus en plus de domaines dans lesquels la sécurité et la sûreté logicielle sont critiques. Donc, on commence à avoir effectivement des nouveaux utilisateurs, des nouveaux clients dans le domaine de l'automobile, notamment. Donc, c'est un des domaines sur lesquels, effectivement, nous développons. Il y a d'autres domaines aussi qui apparaissent. Mais voilà, on a effectivement aussi des nouveaux utilisateurs, effectivement, Ada, qui apparaissent et qui prennent goût effectivement à toutes les bonnes qualités de développement logiciel qui viennent avec Ada et Spark. Une autre question qui est tombée, on nous demande si Adacor est le seul à fournir des outils pour Ada. Oui, je vais aussi répondre à cette question-là. Donc c'est vrai que c'est une question pour ceux qui connaissent un petit peu le monde du logiciel Ada. C'est une question qui revient assez souvent. Donc, je suis pas sûr qu'effectivement qu'elle soit posée. Donc, la réponse courte, c'est oui. Il y a d'autres intervenants.
Donc plus dans les détails, Adacor est effectivement leader hein, sur le marché des outils de développement, les environnements de développement sur ADA. Nous avons aussi de la concurrence, effectivement. Et finalement, la situation n'est pas tellement différente que pour d'autres langages. Hein. Si je prends par exemple l'exemple d'un autre langage très similaire au niveau on va dire richesse, complexité, comme est le langage C++, il va y avoir quelques compilateurs et quelques vendeurs qui vont être majoritaires et existants et utilisés dans la majorité des projets, et avec beaucoup de petits intervenants aussi qui vont plus qui vont plus cibler des marchés plus niches, des utilisations spécifiques du langage. Donc, c'est le cas c'est ce qu'on voit pour C++. C'est aussi ce qu'on voit pour ADA, à une plus petite échelle. Hein, il faut être quand même modeste. Effectivement, il y a quand même beaucoup moins d'utilisation d'ADA que de C++ si on prend le logiciel dans son ensemble au sens large. Et donc, voilà, on a effectivement aussi de la concurrence, ce qui est bien. C'est une saine concurrence émulation qui permet d'offrir une offre riche avec donc une offre très large que nous fournissons notamment, et des offres ensuite plus adaptées que d'autres de nos concurrents effectivement fournissent pour ADA suivant l'environnement, la cible que vous utilisez. Alors, pour aller plus loin, on nous demande quels sont les avantages d'ADA ou Spark par rapport à Rust. Je veux bien répondre à celle-là. Effectivement, Rust aujourd'hui vise également à s'implanter là où on a besoin de logiciels critiques et de langages de programmation avec de bonne qualité. Un avantage majeur d'ADA par rapport à Rust, c'est les capacités de spécification dont j'ai parlé, notamment pour l'embarquer, mais pas que. Donc voilà, les capacités de spécification au niveau charnière, logiciel, matériel, et les capacités de spécification fonctionnelle en ADA sont pas comparables aujourd'hui, et c'est un gros avantage d'ADA. Un autre avantage dans les domaines qui nécessitent de la certification, qualification d'outils, c'est que tous les outils autour d'ADA que Adacor produit sont qualifiés ou certifiés, ça dépend de du domaine pour le nom utilisé, pour les usages dans l'avionique, dans le ferroviaire, dans l'automobile. Donc on a cette expertise-là qui aujourd'hui n'existe pas encore pour Rust. Et pour Spark, c'est une solution unique qui permet de faire de la preuve formelle, c'est-à-dire d'avoir des garanties absolues sur le comportement du code source, qu'il faut ensuite vérifier par rapport aux suppositions qu'on fait sur, par exemple, la charnière logiciel matériel. Mais au niveau de la fonctionnalité codée, Spark permet d'avoir des garanties qu'on ne peut pas avoir autrement. Et écoutez, on continue. On nous demande qui utilise le langage Recordflux aujourd'hui. Alors sur Recordflux, aujourd'hui on est vraiment en amont sur de la R&D. Voilà, donc on est vraiment au tout début de l'utilisation, et on commence là, on commence à avoir quelques clients. Là, on vient d'avoir un premier gros contrat de développement. Je ne sais plus d'ailleurs, Yannick, si on peut en parler, si on peut le nommer explicitement. Je ne pense pas. Ouais. Donc voilà, on est vraiment au début, les premières adoptions, les premières utilisations industrielles, on va dire, de Recordflux. Jusqu'à présent, Recordflux, ça a été effectivement développé et financé sur des projets de recherche. Donc voilà, on en est au tout début, mais c'est quelque chose sur lequel on pense qu'il y a effectivement un gros potentiel d'usage, notamment voilà, vu toutes les vulnérabilités que l'on trouve et toutes les failles de sécurité qui sont associées en général aux protocoles de communication et à leur implémentation. La dernière question qui vient de tomber vient d'une personne qui expérimente actuellement avec ADA et Spark sur Community Edition sur un microcontrôleur STM32 pour de la R&D robotique. Et il nous demande s'il vous est possible de clarifier où est la ligne de démarcation pour les fonctionnalités de sécurité de votre offre commerciale versus Community Edition. Tu veux que je réponde, Yannick, à celle-là? Vas-y, oui, je pourrais compléter. Ouais. Donc, éventuellement, on pourrait peut-être revenir sur
la slide où on avait un petit peu nos différents produits. Donc sur la version community, les deux choses principales et majeures que vous aurez, dont vous aurez accès, c'est donc NAT lui-même, le compilateur ADA, ainsi que tout l'environnement Spark. Vous avez accès à tout l'environnement Spark dans la version community, ce qui vous permet d'aller aussi loin que vous le souhaitez justement dans les garanties fortes de sûreté. Après, dans quelques mots, au niveau de l'offre commerciale, on va avoir les autres outils dont Yannick a parlé, c'est-à-dire notamment CodePeer, l'analyse statique, qui n'est disponible que en version commerciale, ainsi que QGen au niveau de la génération de code à partir de modèles symétriques. La partie donc Record Flux dont on parlait dans la question précédente, cette partie-là est disponible aussi directement sur GitHub, donc en logiciel libre, qui fait partie, alors techniquement ce n'est pas la Community Edition, mais au sens large, ça fait partie de l'offre communautaire qui est disponible effectivement pour tout le monde. Je ne sais pas Yannick si tu veux compléter. Oui, je veux juste ajouter du coup que le support à l'utilisation de ces outils est aussi important. Donc, vous pouvez bien sûr trouver des gens qui vont vous aider dans la communauté, mais le support d'Adacor qui est fourni avec l'offre commerciale est essentiel pour la plupart de nos clients pour utiliser au mieux ces outils assez pointus. Et donc, je vous enjoins à nous contacter pour voir quelles sont les possibilités de votre côté. Alors, je ne sais pas si la personne qui avait posé cette question veut rebondir sur votre réponse. On lui laisse encore le temps de le faire. Alors, nous n'avons pas de questions supplémentaires. On attend juste de savoir si notre participant veut rebondir. Eh bien, écoutez, je ne peux que vous remercier, Arnaud et Yannick, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Comme vous le voyez, la semaine des champions n'est pas terminée. Hein, je vous le rappelle, nous avons Imagine Optique demain et Ecomundo vendredi. On vous souhaite une très bonne fin de journée. Le contact avec Yannick et Arnaud est facile à établir. Si vous en avez besoin, n'hésitez absolument pas. Et puis un grand bravo encore à Adacor qui fait partie des 5 champions systématiques 2021. Belle fin de journée à toutes et tous et merci d'avoir été des nôtres. Au revoir, merci. Merci, au revoir.